Concentrons-nous maintenant sur la pénalisation de l'aide à l'entrée et au séjour irrégulier sur le territoire. Cette pénalisation a vu le jour au niveau européen par la directive du Conseil du 28 novembre 2002 qui enjoint chaque État, je cite, à adopter des sanctions appropriées à l'encontre de quiconque aide sciemment une personne non ressortissante d'un État membre à pénétrer sur le territoire d'un État membre ou à transiter par ce territoire. À l'encontre de quiconque aide sciemment dans un but lucratif une personne non ressortissante d'un État membre à séjourner sur le territoire d'un État membre. Au niveau interne, ces obligations sont retranscrites au sein de l'article L622-1 du CESEDA. Sous réserve des exemptions prévues à l'article L622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 30 000 €. Le CESEDA distingue ainsi 3 types d'aides. L'aide à l'entrée sur le territoire, l'aide à la circulation sur le territoire et l'aide au séjour. Cependant, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 6 juillet 2018, les causes d'exonération ont été modifiées. Et ainsi, ne peut donner lieu à des poursuites pénales au séjour irrégulier d'un étranger l'aide qui a été faite à toute personne physique ou morale lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte, a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire. On a donc ici 2 circonstances cumulatives. Que l'assistante ne donne lieu à aucune contrepartie, directe ou indirecte, et que l'aide ait été apportée dans un but exclusivement humanitaire. Si on a pu croire à une victoire jurisprudentielle, celle-ci doit être néanmoins nuancée, puisque les circonstances exonératrices de responsabilité ne portent que sur l'aide au séjour et à la circulation. L'aide à l'entrée irrégulière sur le territoire ne jouit d'aucune circonstance qui pourrait exonérer la responsabilité de la personne qui a aidé. Or, certaines circonstances géographiques peuvent mêler aide à l'entrée à la circulation et aide à l'entrée sur le territoire. Je pense notamment à la vallée de la Roya, qui, du fait de son enclavement, justifie que l'on passe facilement d'une frontière à l'autre. Et donc, en fait, finalement, là où il s'agirait d'une aide à la circulation, pourrait vite basculer en une aide à l'entrée irrégulière sur le territoire. En outre, alors que la directive européenne mentionnait le but lucratif de l'aide apportée comme critère de sanctionnabilité de l'aide au séjour, le CESEDA, lui, se contente de mentionner la contrepartie directe ou indirecte. On passe donc d'un but lucratif à toute aide, directe ou indirecte. Cette formulation est beaucoup plus vague et permet d'inclure non seulement le versement d'une somme d'argent, comme c'était le cas lors de la directive européenne, mais aussi des dons en nature, les services rendus, ou alors, comme dans le cas de Cédric Héroux, où il a pu être considéré, par exemple, qu'en tant que militant écologique, il obtenait une contrepartie indirecte, puisque sa couverture médiatique profiterait à son engagement en faveur de la protection de l'environnement. Le CESEDA rappelle que pour remplir les causes d'exonération de responsabilité, l'acte d'aide à la circulation ou au séjour doit être fait dans un but exclusivement humanitaire. Si vous savez ce qu'est une aide dans un but exclusivement humanitaire, je suis preneuse. Et le GISTI, d'ailleurs, a pu souligner que tout laisse à penser que ce terme a été choisi pour permettre de poursuivre des personnes qui afficheraient qu'elles ont aidé les étrangers en situation irrégulière par conviction politique, en contestation de politiques d'immigration. Enfin, ces questions amènent une autre question. Il est reproché aux personnes d'avoir aidé les exilés, que ce soit en matière d'aide à l'entrée, aide au séjour ou encore aide à la circulation. Cependant, aucune accusation n'a jamais été faite lorsqu'il s'agit de ne pas les aider. Ma question est alors la suivante. Est-ce que l'obligation de porter secours
ne pourrait pas primer sur la pénalisation de l'aide apportée. N'est-ce pas finalement un véritable choix politique que de ne pas poursuivre des acteurs privés dans le second cas, mais de poursuivre des acteurs privés dans le second cas, mais jamais dans le premier, c'est-à-dire lorsqu'ils n'aident pas des personnes qui en ont besoin. Pour finir, on mentionne surtout le cas du délit de solidarité, mais la pénalisation de l'aide à l'entrée sur le territoire ne s'arrête pas aux personnes privées. Si, comme nous le mentionnons tout à l'heure, les transporteurs sont soumis à des sanctions financières en cas d'acheminement d'une personne sur le territoire, ils peuvent se voir aussi poursuivis lorsqu'ils favorisent l'embarquement ou le débarquement d'un passager clandestin. C'est-à-dire que ces mêmes transporteurs seront soumis à des sanctions si la personne débarque sur le territoire et que du coup elle se fait intercepter par la police aux frontières. Ils seront poursuivis s'ils aident la personne à débarquer clandestinement. Que leur reste-t-il donc comme choix? Ce qui amène une nouvelle fois à des cas comme l'affaire du Macruby dont je vous parlais tout à l'heure. En somme, que ce soit la pénalisation de l'aide à l'entrée, au séjour ou à la circulation, ou encore les sanctions financières imposées aux transporteurs, la criminalisation liée au phénomène migratoire touche aussi bien les exilés que leurs aidants. La pénalisation permet de réduire le nombre d'entrées sur le territoire et participe d'une vision criminelle de l'immigration. Les mesures pénales prises à l'encontre des exilés, notamment, participent elles aussi et augmentent une nouvelle fois cette vision pénale des exilés. Passons donc maintenant à la criminalisation de l'entrée même et du séjour irrégulier. Voyons tout d'abord la criminalisation du séjour. Le CESEDA, jusqu'au 31 décembre 2012, disposait dans son article L621-1 que l'étranger qui a pénétré en France sans se conformer aux dispositions du CESEDA ou qui s'est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'1 an et d'une amende de 3 750 €. Cependant, la CJE est venue un peu nuancer cette pénalisation du séjour irrégulier, notamment dans l'affaire El Dridi du 28 avril 2011. Monsieur El Dridi avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire italien, mais obligation à laquelle il ne s'était pas conformé. Il a donc été poursuivi devant la juridiction pénale italienne et était passible d'une peine de 5 ans d'emprisonnement pour le simple fait de s'être maintenu sur le territoire italien alors qu'il n'en avait plus le droit. La CJE a néanmoins été saisie de cette affaire pour savoir s'il était possible de prononcer une sanction privative de liberté à cette personne au cours même de la procédure de retour, procédure engagée au titre de la directive de 2008, dite directive retour. Selon la Cour, et je cite, une telle peine, en raison notamment de ses conditions et modalités d'application, à comprendre ici la privation de liberté, risque de compromettre la réalisation de l'objectif poursuivi par la dite directive, à savoir l'instauration d'une politique efficace d'éloignement et de rapatriement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La Cour va ainsi se baser sur l'objectif de la directive, à savoir l'éloignement et le retour des exilés, pour contester la privation de liberté et la pénalisation du séjour irrégulier. Plus précisément, je cite une nouvelle fois la CJE, les États ne sauraient appliquer une réglementation, fût-elle en matière pénale, susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par une directive, et partant de priver celle-ci de son effet utile. En somme, ce n'est pas au titre des droits fondamentaux de l'exilé, mais bien au titre de l'effet utile de la directive, qu'une peine privative de liberté, dans ce cadre, ne peut pas être mise en place. L'objectif de la directive était donc le retour le plus efficace possible des exilés. Or, si vous placez cette personne en détention, forcément, cela va retarder son retour. C'est donc en raison de cette efficacité du retour qu'une peine privative de liberté, au seul titre d'un séjour irrégulier, ne peut pas être mise en place. La CJE va aller un petit peu plus loin dans l'affaire Achouk-Babian du 6 décembre 2012. La question était ici de savoir si des dispositions, en l'occurrence les dispositions du CESEDA que je vous citais tout à l'heure, c'est-à-dire si des dispositions qui pénalisent le séjour
sont de jure contraires à la directive retour. C'est-à-dire si on peut finalement pénaliser le séjour irrégulier lorsqu'on n'est pas encore dans le cadre de l'application de la directive retour. La Cour va tout d'abord rappeler que, je cite, « La directive ne s'oppose pas à ce que le droit d'un État membre qualifie le séjour irrégulier de délit et prévoit des sanctions pénales pour dissuader et réprimer la commission d'une telle infraction aux règles nationales en matière de séjour. » La directive n'a donc pas pour but d'harmoniser les règles nationales applicables au séjour. La Cour va même aller un petit peu plus loin en disant que la directive ne s'oppose pas à un placement en détention en vue de la détermination du caractère régulier ou non du séjour d'un ressortissant d'un pays tiers. Au contraire, il serait porté atteinte à l'objectif de la directive, à savoir le retour efficace des ressortissants de pays tiers, s'il était impossible pour les États membres d'éviter par une privation de liberté qu'une personne soupçonnée de séjour irrégulier s'enfuit. Excusez-moi. Donc on peut donc priver de liberté une personne pour savoir si elle se situe ou non dans le cadre d'un séjour irrégulier. Cependant, lorsque ce séjour irrégulier est avéré, dans ce cas, une décision de retour va devoir être adoptée. Et dans ce cas-là, on rentre dans le champ d'application de la directive, et dans ce cas-là, on retombe sur l'arrêt dont je vous parlais tout à l'heure, Eldridi. Et encore une fois, il sera impossible, en raison de l'effet utile de la directive, de priver de liberté une personne soumise à la directive. C'est parce que la CJUE a lié ici la criminalisation du séjour irrégulier et le retour, en somme la directive, qu'elle a permis d'appliquer sa jurisprudence Eldridi au cas cité. Cette jurisprudence a eu pour effet non seulement d'abroger l'article que je mentionnais tout à l'heure sur la pénalisation du séjour irrégulier, mais aussi de remettre en cause le régime de la garde à vue en cas de séjour irrégulier. À ce titre, la Cour de cassation, le 5 juillet 2012, dans l'affaire Baroumi contre le préfet de Haute-Garonne, va juger qu'un étranger ne peut pas être placé en garde à vue lorsqu'il est uniquement poursuivi pour être entré ou avoir séjourné irrégulièrement sur le fondement de l'article L621-1 du CESEDA. Il s'agissait là d'un cas presque mathématique, c'est-à-dire que suivant le Code de procédure pénale, la garde à vue ne peut être mise en place que lorsque la personne est soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit qui est punissable d'une peine d'emprisonnement. Or, la CJUE, juste avant, venait de dire que l'emprisonnement, au seul titre du séjour irrégulier, n'était pas conforme au droit de l'Union européenne. Ainsi, la garde à vue en droit français, au titre du séjour irrégulier, ne pouvait plus l'être. On a donc des jurisprudences qui semblent très protectrices des exilés, ou en tout cas qui limitent la pénalisation qui leur est faite. Cependant, il faut encore ici malheureusement nuancer ce constat, puisque en ce qui concerne notamment la garde à vue, si une garde à vue ne peut plus être faite pour le seul cas de séjour irrégulier, elle pourra cependant être mise en place lorsque le séjour irrégulier viendra se greffer à une autre infraction qui sera qualifiée d'infraction principale. En outre, et de manière peut-être plus vicieuse, a été introduite dans le CESEDA l'article L611-1-1 qui crée un régime à mi-chemin entre l'audition libre et la garde à vue, qui est la retenue pour vérification du droit de séjour. C'est-à-dire que ne pouvant plus placer un exilé en garde à vue au titre de séjour irrégulier, on a donc créé un régime qui permet une retenue pendant tout de même 24 heures d'une personne pour vérifier qu'elle a le droit de séjourner sur le territoire. Concernant maintenant la pénalisation du séjour irrégulier, on a bien sûr abrogé l'article L621-1 du CESEDA, mais on a ajouté un article L624-1 qui introduit
écoutez les termes parce que c'est assez révélateur, l'infraction de résistance passive à une mesure d'éloignement ou d'assignation à résidence. C'est-à-dire le fait de rester sur le territoire alors que votre visa ne nous le permet plus. Donc on a une interdiction de pénaliser le séjour irrégulier, mais un article qui, sous couvert d'une infraction de résistance passive à une mesure d'éloignement, pénalise le séjour irrégulier. On est donc face à une volonté politique claire de criminaliser le séjour irrégulier des exilés. Même si on a une protection des cours internationales, dont la Cour de justice de l'Union européenne, celle-ci ne se fait pas au nom des droits fondamentaux des exilés, mais au nom de l'effet utile de la directive. Passons maintenant à la criminalisation de l'entrée irrégulière sur le territoire. On est là dans le même schéma que le cas du séjour irrégulier. Prenons l'article L621-2 du CESEDA, qui dispose que les peines prévues en matière de séjour irrégulier sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne s'il a pénétré sur le territoire métropolitain sans remplir les conditions qu'il fallait, ou si, en provenance directe d'un territoire d'un État partie à cette convention, il est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer à toutes les dispositions.